Resuming debate, reprise du débat, l'honorable député de LaSalle-et-Mar. Merci, Monsieur le Président. C'est tout à tout propos que j'ai l'occasion de m'adresser à la Chambre en ce jour de budget pour me prononcer sur l'accord de libre-échange Canada-Panama. Monsieur le Président, une tendance se clarifie. Le Canada est bien en train de devenir un leader en exportation de ressources primaires. Et il a trouvé sa niche, l'exportation des emplois des travailleurs canadiens. Avant-hier, j'ai été rencontrer les travailleurs d'Aveos qui ont manifesté sur la colline parlementaire pour faire connaître leur indignation contre la fermeture unilatérale et sans préavis de ces 3 usines à Montréal, Winnipeg et Vancouver. La région de Montréal perd 1800 emplois et le gouvernement du Canada se contente de diriger le comité des transports à entreprendre une étude. Les conservateurs ne sont pas vite sur la gâchette dès qu'il s'agit de protéger les travailleurs et empêcher qu'ils soient exportés aux États-Unis, au Mexique, au Salvador ou éventuellement au Panama. Une chose est claire, Monsieur le Président, le 2 mai dernier, les Canadiens et Canadiennes ont élu une opposition néo-démocrate forte et unie pour défendre les emplois canadiens ici même. Les citoyens de ma circonscription de LaSalle-et-Mar savent que l'accord de libre-échange Panama-Canada accroîtra les pertes d'emplois comme celles qui saignent les secteurs aéronautiques, les secteurs manufacturiers et de la recherche pharmaceutique dans la grande région de Montréal. Dans le sud-ouest, des fermetures d'usines ont coûté des emplois précieux aux travailleurs de Montréal. En ce moment, mes concitoyens de LaSalle-et-Mar sentent encore une fois le spectre de fermeture d'usines et de nouvelles pertes d'emplois qui planent sur eux. Je les assure, Monsieur le Président, mes collègues néo-démocrates et moi ferons tout en notre pouvoir pour stopper cet état de fait. En date du mois de février, le Québec avait perdu 70 000 emplois depuis 3 mois, selon la Gazette de Montréal, dont 8 000 dans le secteur manufacturier. Personne n'avait vu une telle hémorragie depuis la récession de 1981. À Montréal, la saignée a été accablante et elle en dit long sur la stratégie d'innovation de ce gouvernement. Pour les travailleurs du Centre de recherche de la pharmaceutique Johnson & Johnson, le retour des fêtes aura pris l'allure d'une douche froide. Le 10 janvier, il apprenait que la fermeture du centre de recherche sur la rue Notre-Dame, à Montréal, allait entraîner la perte de 36 postes permanents et de 90 postes contractuels. Le lendemain, c'était une centaine d'emplois à Sanofi. Encore une fois, l'inaction des conservateurs coûtait des emplois de qualité en recherche à Montréal. La saignée s'est poursuivie au mois de février. Il y a eu 150 emplois perdus à Pfizer. Ensuite, le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé la fermeture de son centre de recherche et de développement de Montréal dans le cadre d'une réorganisation de ses activités. La région de Montréal a perdu 132 postes à temps plein dans la fermeture de son centre de recherche de Saint-Laurent. Au même moment, AstraZeneca annonçait une hausse de bénéfices de 23 pour son exercice financier. Puis, ça a été au tour du fabricant d'électroménager MAB, dans l'est de Montréal, de fermer ses installations. 700 travailleurs ont été mis à pied, mais les pièces étaient en place sur l'échiquier quand la multinationale mexicaine a acheté en 2005 la canadienne Camco, qui était le plus grand manufacturier canadien dans ce secteur. Dans les derniers mois de 2010-2011, la pharmaceutique Merck Frost a annoncé des restructurations à son tour. Elle fermait son centre de recherche thérapeutique à Kirkland, dans le West Island de Montréal. La presque totalité des employés étaient mis à pied. Les médias s'inquiétaient désormais d'une migration des cerveaux qui quitteraient Montréal. N'oublions pas les 1300 emplois d'Electrolux qui seront perdus à l'Assomption dans la Naudière, dans le déménagement du géant suédois de l'électroménager à Memphis prévu en 2013. Il y a aussi les 600 emplois perdus dans la fermeture de la papeterie de White Birch à Québec.
My fellow citizens in the rest of Canada have not been spared by the hollowing out of our economy. The electromotive plant in London is a well-known case, where 450 workers laid off, as well as their family. Mr. Speaker, they will not forget, and neither will the NDP. I also just want to remind the House that Caterpillar recorded $4.9 billion profits the previous year. Profits were up by a whopping 83%. 1,500 workers of Nanticoke and Hamilton were no luckier than their Ontarian and Quebecer counterparts in 2009 when Stelco's closed its shops in 2009. Monsieur le Président, j'aimerais partager avec vous une réflexion en ce jour où nous débattons du projet de loi sur l'accord de libre-échange entre le Canada et le Panama et où le gouvernement déposera son premier budget majoritaire. In a very lucid article called The Myth of Tory Economic Performance in February, Globe and Mail, a commentator, rightly hammered home what all Canadians know. The Conservatives have time and time again painted a rosy picture of their management of the economy. The article reads, and I quote, "To talk of the Tory economic record, we might first address the reddened state of our Treasury that's occasioning the cuts in the coming budget. A pertinent question is whether our deficit is the result of natural economic factors or whether it owes itself to vote-getting political expediency. In this context, let's recall a few things. Let's recall the 2-point GST cut that tore a giant hole in the revenue base, accounting for a good deal of the deficit. Let's recall the pre-recession spending. Having inherited a $13 billion surplus, the Conservative team spent so excessively that we were close to a deficit by the time the recession began. Let's recall the slashing of corporate tax rates and the government easing of mortgage rules and backing of risky loans that further bled the Treasury. Put it all together, and what it shows is that, with more prudent fiscal management from the same person who lectured other countries on debt in Davos, we could have coped with the recession without driving our Treasury into a large deficit hole." Fin de la citation. Comme l'affirme ce commentateur, Monsieur le Président, la réalité de la gestion économique des conservateurs, ce sont des pertes d'emplois et des usines qui déménagent à l'étranger. Voilà ce que promet l'accord de libre-échange entre le Canada et le Panama et le premier budget du gouvernement conservateur majoritaire. Une chirurgie sans anesthésiant pour nos secteurs de recherche et de manufacture. Et voilà pourquoi je m'oppose au projet de loi C-24. Le NPD croit fermement qu'il existe un autre modèle, un meilleur modèle de relations commerciales pouvant être établi avec le Panama et tout autre pays. Il faut se doter d'une politique commerciale loyale qui, à l'intérieur d'une stratégie commerciale efficace, donne leur juste place à la justice sociale, à de solides programmes sociaux du secteur privé et à l'élimination de la pauvreté. La politique commerciale du Canada devrait être fondée sur les principes d'un commerce loyal, durable et équitable, un commerce qui édifie des partenariats avec d'autres pays, appuyant les principes de la justice sociale, des droits de la personne, sans ignorer pour autant la nécessité d'élargir les débouchés commerciaux. Il faut une garantie que les accords commerciaux que négocie le Canada renforcent la souveraineté du Canada et sa liberté d'établir sa propre politique. Le principe fondamental selon lequel tous les accords commerciaux doivent s'accorder avec les normes internationales fondamentales en matière de travail et de droits de la personne, et également des politiques de développement durable et de même que l'intégrité de tous les écosystèmes. Le fait que chaque fois que le gouvernement du Canada signe un accord de libre-échange, la décision d'adopter la législature
la législation habilitante doit être soumise à un vote obligatoire sur la question de savoir s'il convient ou non d'accepter les modalités de l'accord. En terminant, j'aimerais vous remercier au nom de tous mes commettants de la Salle-et-Marne de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer en Chambre. Merci, Monsieur le Président.